Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue à Question d'actualité, l'émission qui prend le temps d'aller au fond des choses chaque midi sur Radio VM. Ici Philippe Labrec au micro, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Il y a bientôt 10 ans, entrait en vigueur la loi concernant les soins de vie au Québec, une loi saluée par certains et décriée par d'autres. Depuis, l'aide médicale à mourir est passée d'exception à réalité de plus en plus fréquente, transformant notre rapport à la mort, à la souffrance et même la logique profonde de notre système de santé. 10 ans plus tard, où en sommes-nous? Pour en discuter, nous recevons le docteur Catherine Ferrier, qui travaille à la division de gériatrie du Centre universitaire de santé McGill depuis plus de 40 ans. Et elle est également présidente du conseil d'administration du collectif des médecins contre l'euthanasie, en plus d'être professeure adjointe de médecine familiale à l'université McGill. Madame Ferrier, bienvenue à Question d'actualité. Merci de m'avoir invité. Un grand plaisir. Comme mentionné, vous êtes présidente du conseil des médecins contre l'euthanasie. Pourquoi cet engagement personnel et pourquoi utiliser le terme euthanasie et non aide médicale à mourir? Bon, pour commencer par la deuxième question, euthanasie, c'est le mot reconnu partout au monde. Quand il y a eu la première commission au Québec avant la loi qui questionnait la population sur cette question, ils utilisaient le mot euthanasie. Et ensuite, ils ont choisi le terme aide médicale à mourir comme terme spécifique au Québec, mais aussi comme pour adoucir le sens du mot. Et ça portait beaucoup de confusion parce que les gens se rendent même pas compte que ça veut dire qu'on met fin à la vie d'une personne. Et pourquoi je suis impliquée, c'est comme pour moi c'était comme évident. Je travaille avec les personnes âgées. Je m'attendais pas du tout à ce que cette loi s'en vienne il y a plus que 10 ans là et je me suis sentie interpellée qu'il fallait faire quelque chose. Voilà, je suis là depuis ce temps-là. Parfait. Lors de l'adoption, en 2014, la mise en application en 2015, on anticipait quelques centaines d'aides médicales à mourir ou d'euthanasie annuellement au Québec, à peu près, mais rien de plus. De mémoire, on parlait de 0,5% des décès. Aujourd'hui, on est à peu près on a dépassé le cap des 5600 cas annuellement et ça augmente rapidement. Le Canada et le Québec sont d'ailleurs en tête de liste mondialement. Je pense qu'on est passé à plus de 7% de tous les décès qui passent par l'aide médicale à mourir au Québec. Donc, comment expliquer cet engouement pour l'aide médicale à mourir? Bon, vous pouvez appeler ça un engouement. Je pense qu'il y a eu toute une stratégie pour que ça devienne une idée populaire. Il y a eu une campagne politique, une campagne médiatique. Et quand il y a eu cette commission qui a commencé en 2010, c'est comme si toutes les cartes étaient déjà placées pour qu'il y ait un résultat en faveur de l'euthanasie. Ce qu'il y a eu, mais c'est pas nécessairement parce que la population était en faveur. Même il y a eu des statistiques dans cette commission qui disaient que le contraire. Mais ce qui est arrivé depuis, ce qu'on voit, c'est que bon, il y a certaines personnes qui le choisissent, mais il y a beaucoup de gens qui le choisissent parce qu'ils ne voient pas d'autres options. Ils n'ont pas accès au traitement médical dont ils ont besoin. Le médecin leur propose, même à l'urgence, il y a des gens qui vont proposer l'aide médicale à mourir. Il y a des gens qui souffrent qui ont une maladie qui leur rendrait éligible pour l'AMM, mais qui vont le choisir à cause de la pauvreté, à cause de l'isolement, etc. Mais la maladie, c'est comme leur billet d'entrée pour l'aide médicale à mourir. Alors, justement, avec ce qu'on voit maintenant, c'est que même des gens qui étaient en faveur de la loi au début, certaines personnes, ils sont un peu comme effrayés par ce qui se passe et ils voient que c'est pas du tout à quoi ils s'attendaient. Puis il y en a qui disent, bon, on n'aurait jamais dû prendre ce chemin-là. Et voilà. Vous avez dit qu'il y avait une campagne en faveur, mais j'ai envie de dire pourquoi et par qui? D'ailleurs, qui voulait que ça se fasse et pourquoi? Pourquoi? Il faudrait demander aux gens qui ont monté la campagne. Mais quand ce débat a commencé, déjà, le Collège des médecins, le Barreau du Québec, tous les partis politiques et plusieurs des ordres professionnels dans les autres professions de santé étaient déjà comme placés en faveur. Alors, c'est pas comme une coïncidence. Je pense qu'il y avait eu du travail en dessous du radar avant que ça arrive. Pourquoi les gens sont en faveur de l'euthanasie? Il y en a beaucoup qui ont été témoins de la mort d'un proche qui était mal géré et qui ont souffert beaucoup. Alors, ils voient ça comme une solution. Le problème, c'est que en tout cas, la solution, c'est d'améliorer les soins, c'est pas de mettre fin à la vie des gens.
Mais il y en a beaucoup qui ont cette idée-là. Après, bon, est-ce que c'est question de budget, etc., jamais on va le savoir. Mais maintenant, dans mon groupe et aussi avec d'autres alliés, par exemple, on essaie de faire publier des articles dans les médias. C'est très, très difficile de faire publier un article défavorable à l'aide médicale à mourir. On a réussi de temps en temps, mais la proportion est vraiment inégale. C'est un choix éditorial. C'est les différents rédacteurs en chef qui, pour une raison ou une autre, disent que c'est pas publiable. Exactement. Dans les commissions parlementaires, qu'il y en a eu beaucoup au Québec et au Canada, on se fait inviter quelques-uns pour donner une apparence d'égalité, mais on n'écoute pas ce qu'on dit. Il y en a même qui ont été très maltraités, surtout au fédéral, là, avec une attitude vraiment condescendante envers les témoins qui n'étaient pas favorables. Moi, j'ai l'impression que la plupart de ces commissions s'est décidé d'avance l'issue et invite les témoins pour donner une apparence de démocratie, c'est ça. Les critères d'éligibilité à l'aide médicale à mourir ont été élargis depuis l'approbation de la loi en 2014 et son application en 2015 pour inclure les personnes ayant une déficience physique grave et des incapacités persistantes, ainsi que les demandes anticipées par des personnes qui perdront les facultés nécessaires à demander l'AMM en raison de maladies affectant leur cognition dans un futur hypothétique. Quels sont les critères aujourd'hui? On sait qu'ils ont déjà été élargis. Est-ce qu'il y a des limites à franchir parce qu'on sait qu'ils vont peut-être être élargis davantage? Donc, quels sont les critères aujourd'hui et, à votre avis, est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir dans le futur? Bon, quand la loi a été adoptée en 2014, il fallait être en fin de vie. Ça n'a jamais été défini, mais c'était ça la loi. Après, il y a eu une cause devant les tribunaux de 2 personnes handicapées qui disaient on devrait avoir le droit nous aussi. Là, depuis 2021, on n'a plus besoin d'être en fin de vie. Ça, c'est un changement fédéral, mais qui a été adopté aussi au Québec. Alors, n'importe qui a une maladie grave et incurable, qui souffre, est éligible à l'aide médicale à mourir. Ça veut dire des tonnes de maladies, disons, et des tonnes de personnes qui seraient éligibles. Ensuite, n'importe quel handicap, ça c'est ce que vous mentionnez, là, les déficiences physiques graves. Mais en général, les personnes handicapées, par exemple, des groupes qui les représentent, ils ne sont pas en faveur de l'euthanasie, ils se sentent ciblés par ça. Des gens, ils ont de la misère à avoir accès aux soins. Puis là, on les propose comme candidats pour l'euthanasie. Les demandes anticipées, ça passe aux personnes qui seront inaptes à choisir au moment qu'on va mettre fin à leur vie. Alors ça a été entré en vigueur en octobre passé. On verra où ça mène. Mais dans le fond, oui, c'est ça. Il faut avoir une maladie grave, il faut souffrir, puis il faut vouloir mourir. Mais c'est très, très, très large. Là. Presque n'importe qui est malade et souffrant peut mourir par euthanasie au Québec en ce moment. Et jusqu'où ça peut aller? Quelles sont les limites ou quelles sont les demandes supplémentaires auxquelles qu'on peut entendre aujourd'hui? Et d'après vous, quelles sont les limites? Il y a la question de la maladie mentale. Dans la loi de 21 au fédéral, ils allaient l'exclure, mais le Sénat a poussé pour l'inclure avec un délai. Alors, le délai a été repoussé quelques fois. Maintenant, c'était en 2027. Mais ça veut dire qu'une personne qui a une schizophrénie ou une dépression grave pourrait demander l'euthanasie. Ça chevauche beaucoup avec le suicide. Pour la plupart des experts disent que c'est impossible de distinguer un désir de suicide d'un désir d'euthanasie dans ce cas-là. Il y a une députée conservatrice qui vient de déposer un projet de loi pour empêcher ça définitivement. Elle s'appelle Tamara Johnson, elle est de Colombie-Britannique. On verra où ça mène, mais ça, c'est très, très inquiétant. Beaucoup d'experts en soins de santé mentale sont très inquiets par rapport à ça. Ensuite, au Collège des médecins, ils sont comme toujours avant-gardistes. Ils veulent parler d'euthanasie des nouveau-nés jusqu'à l'âge de 1 an s'ils sont gravement handicapés. Et évidemment, ça aussi, c'est des personnes qui ne peuvent pas consentir. Ce serait pour j'ai l'impression que si ça serait plus connu publiquement, il y aurait une résistance du public beaucoup plus large. À votre avis, est-ce que je me trompe? Oui, je pense que oui. Malgré tout, il y a une petite changement un peu dans l'opinion publique, mais pas assez pour bloquer tout ça. Et il y a eu quand même, je ne sais pas si vous avez entendu parler... Luc Farandez a parlé à la radio de l'euthanasie des personnes handicapées mentaux.
Oui, par un comité de sages. Donc, ce ne serait pas elle-même qui choisirait, mais bien un comité ou la famille, potentiellement. Exactement. D'après lui. Alors, c'est des personnes qui n'ont jamais été aptes, des adultes ou qui n'ont jamais été aptes et on ferait ça à la demande de quelqu'un d'autre. Alors, dans le fond, ça, c'est tellement loin des arguments initiaux qui parlaient sans arrêt d'autonomie. Là. Ça, c'est pas du tout l'autonomie. Dans le fond, c'est de l'eugénisme. C'est de se débarrasser des personnes qui dérangent. Quand même, il y a eu toute une réaction contre ces propos-là, au point que la station de radio a dû s'excuser auprès des groupes représentant les personnes handicapées. Alors, on voit qu'il y a quand même une sensibilité chez la population pour dire, bon, là, on est allé trop loin. Il y a beaucoup de choses qui sont allées trop loin que les gens ne se rendent pas compte, disons. Ils ne savent pas ce qui arrive. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'on peut avoir l'euthanasie quand on n'est pas proche de la mort. Mais ça fait déjà 4 ans de ça. Là, et il y a des gens qui le font. La notion de souffrance revient constamment quand on lit différents articles sur le sujet, notamment le projet de loi de l'époque. Comment est-ce qu'on définit la souffrance et qui la définit ici? Comment on la mesure aussi, en fait? Oui, alors la souffrance, c'est un mot très, très large qu'on peut le définir de beaucoup de façons. Dans cette loi, la souffrance est définie par le patient. Alors, et dans le fond, même si on parle de douleur physique, la tolérance à la douleur physique est très, très variable d'une personne à l'autre. Ça, c'est une donnée connue en médecine. Et les solutions à la douleur physique sont très, très variées. Mais c'est pas toujours facile d'avoir accès. Après, il y a toutes les souffrances psychiques, psychologiques, spirituelles, existentielles qu'on peut avoir quand on a une maladie grave. Alors, mais c'est le patient qui dit « je souffre trop, maintenant je veux mettre fin ». Et peut-être même qu'il y a plein d'autres choses qu'on aurait pu faire et que le patient n'est pas au courant, mais qu'il est comme tanné, il dit « bon, là, c'est la fin, mais on aurait pu faire d'autres choses ». Ben voilà, quelles sont les autres options? Pardon? Quelles sont les autres options? Parce que vous avez parlé, en fait, on explique mal aux patients, à ceux qui veulent potentiellement demander de l'aide médicale à mourir, quelles sont les autres options, donc qui se sentent un peu restreints et finissent peut-être par défaut à choisir l'aide médicale à mourir. Mais donc, vous connaissez le sujet. Quelles sont les options qu'on peut offrir autres que l'aide médicale à mourir à ces gens-là? OK. Alors, pour une maladie qui va éventuellement amener à la mort, que ce soit proche ou plus loin, il y a les soins palliatifs qui sont très méconnus puis très peu disponibles au Québec. Mais quand on les fait, c'est comme une merveille. Il y a des équipes fantastiques de soins palliatifs au Québec, mais c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Et à ce moment-là, ils vont rencontrer le patient puis ils vont regarder toute la souffrance globale de cette personne-là. Qu'il y a la douleur physique, que souvent, c'est pas la composante principale, mais il y a le fait qu'on est face à la fin de notre vie, que c'est énorme, là. C'est un choc. Il y a peut-être d'autres symptômes physiques, comme les nausées, comme la perte de poids, comme la perte d'appétit, comme l'essoufflement. Il y a des choses à faire pour tout ça. Ensuite, il y a une équipe multidisciplinaire avec des travailleurs sociaux, des ergos, des physios, des massothérapeutes, des musicothérapeutes. Tout ça, ça existe et ça aide les gens. Les gens qui ont accès à des très bons soins palliatifs, beaucoup, et même s'ils songeaient à l'aide médicale à mourir, ils vont changer d'idée parce qu'ils disent, bon, je peux tout fait jusqu'à la fin en sachant que j'ai tout cet appui-là, ça me donne plus de temps avec mes proches, etc., etc. Et ce moment de la vie, c'est tellement important dans le sens de boucler les boucles, de régler les relations, de dire des choses qu'on n'a jamais osé dire avant à nos proches, etc., etc. C'est comme une merveille, mais beaucoup de gens n'ont pas accès à ça. On leur dit, bon, vous pourrez avoir des soins palliatifs, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Alors, ils disent, bon, ça, si c'est juste me donner de la morphine, ça ne m'intéresse pas. Ou si c'est juste me tenir de la main, ça ne m'intéresse pas non plus. Mais c'est tellement plus vaste, les soins palliatifs. Et ensuite, pour les gens qui ne sont pas en fin de vie, en 15 secondes. D'abord, il faut s'adresser à leur maladie, voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais des fois, on n'a pas le temps. Ou ils n'ont pas accès, ou il faut attendre trop longtemps. Parfait, madame. Docteur Catherine Ferrier, un grand merci pour cette discussion éclairante. À vous qui nous écoutez, un grand plaisir pour nous aussi. À vous qui nous écoutez, merci d'avoir été des nôtres. Lundi à la même heure, on reçoit Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal pour parler de la décision du gouvernement fédéral interdisant l'achat de véhicules à essence d'ici 2035. À la technique, Lysandre Duplay, à l'animation, moi-même, Philippe Labrec, et on vous invite à rester sur les ondes de Radio-VM.